Maintenant, la deuxième séance sur les défis de sécurité en Méditerranée orientale. Nous avons Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, amiral, un directeur d'un centre qui fait d'extraordinaires études et travaux et qui, bien sûr, apporte aussi le regard marin qui, pour la Grèce, est très précieux. Donc, la question de la défense reste importante. Je pense que là aussi, nous avons des choses nouvelles qui paraissent. Le plaisir de donner la parole à l'amiral Hausseur pour nous parler de ces questions. Merci. Merci. Moi, j'ai toujours un petit... D'abord, je vais vous parler à la fois en tant qu'ancien militaire et en tant que directeur d'un think tank. Et j'ai toujours le sentiment d'être un peu en décalage parce que je suis un peu la Cassandre. Alors Cassandre, c'est un peu prétentieux parce que Cassandre avait raison et personne ne l'écoutait. Alors à la fois, c'est prétentieux et puis c'est frustrant. Alors je vais essayer d'être court pour essayer de créer un débat parce que je crois que n'importe quel vrai penseur et think tanker, si je puis dire comme ça, doit être extrêmement humble parce qu'on ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. Et pour moi, la problématique de la conflictualité, du retour de la guerre, est une vraie problématique. Et c'est pour ça que ce forum économique, je trouve ça bravo de cette initiative, de réfléchir à autre chose que l'économie, qui n'est plus l'alpha et l'oméga des relations, et notamment dans cette région. Donc ma première idée, c'est celle-là. Il y a des tensions croissantes. Donc il y a la Russie d'abord, parce que c'est vrai qu'on parle tu n'as pas cité la Russie dans les acteurs de cette région, mais la Russie est maintenant en Méditerranée orientale, elle a une base à Tartous, elle a des moyens militaires, elle est un peu comme chez elle en Méditerranée. Elle est un peu comme chez elle. Devant la Sud, il y a en permanence un bateau de guerre russe aujourd'hui. Quand les bâtiments français naviguent pour marquer leur présence, ou pour assurer la participation à la sécurité des pays européens en mer Noire à partir de la Méditerranée, eh bien, ils sont entourés de bateaux russes. La Méditerranée orientale est une mer russe aussi. Et la Russie est en guerre. Et la Russie est en mauvaise posture en Ukraine. Enfin, en tout cas, elle n'est pas dans la posture qu'elle attendait. Et la rive sud, la Méditerranée, ou peut-être, mais à mon avis, est déjà un front indirect de la Russie dans sa bataille face à l'Europe, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. C'est une guerre aussi face à l'Europe. C'est formulé comme ça par Poutine, donc il faut l'accepter. Alors, cette guerre, pour l'instant, elle est informationnelle, elle est politique, elle n'est pas militaire, mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, en Méditerranée orientale, donc le sujet qui nous intéresse, les forces militaires russes ont la capacité de dénier l'accès à des avions, à des bateaux, s'ils le souhaitent. Voilà. Donc il y a une forme de bunkérisation. En tout cas, les Russes se sont donné les moyens de bunkériser, d'interdire toute cette partie de la Méditerranée. Bon, moi, je pense que c'est un point qu'il faut qu'on ait en tête, parce que ça fait partie on parle de tensions, ça fait partie des tensions. Et donc on a un pays qui est en guerre, qui a désigné l'Europe comme son adversaire, et qui a les moyens militaires de lui faire mal, militairement, en Méditerranée. Voilà. Bon, on en tire les conclusions qu'on veut, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas évacuer ce point. Le deuxième grand point de tension, vu de ma place, c'est clairement la Turquie. Donc, la Turquie est dans une posture géopolitique qui a fondamentalement changé depuis 15 ans. Et à mon avis,
à mon avis, il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que le monde a changé depuis 15 ans. Et qu'on assiste à une forme de désoccidentalisation du monde, et plus régionalement, l'Union européenne est dans une posture beaucoup moins confortable, beaucoup moins attirante. Elle n'est beaucoup moins la référence intellectuelle, politique, culturelle et économique qu'il y a 20 ans. Et donc, il est assez logique, d'ailleurs, que la Turquie s'émancipe, en quelque sorte, de l'Europe et que l'Europe n'est pas son seul, unique objectif. Si j'étais un représentant turc, je pense que je dirais ça simplement. Et c'est pas choquant, d'ailleurs. On parle de représentation. La représentation européenne du monde, et notamment de cette région, eh ben, tend à être complètement remise en cause. Pas seulement par la Turquie. Il y a une moyenne orientalisation de la Méditerranée, des deux rives d'ailleurs. Le poids du Moyen-Orient, le poids des monarchies du Golfe est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Poids financier, poids économique, poids politique, poids culturel et poids en termes de représentation mentale. Donc je pense qu'il faut le prendre en compte. On ne sait pas quels seront les résultats des élections en Turquie. Bien sûr que la personne de Erdogan joue, évidemment, comme la personne de Poutine. Mais je pense que ça serait trop simple et c'est trop facile et trop confortable pour nous intellectuellement de penser qu'il suffit que Erdogan perde les élections ou que Poutine tombe malade pour que les problèmes se règlent d'un coup de baguette magique. Je n'y crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des tendances lourdes et que les tendances lourdes ne sont pas en notre faveur. Je dis nous, Européens. Donc, pour moi, les deux points de préoccupation en termes de sécurité dans cette région, ils sont là. Maintenant, vous le savez tous, c'est quand même une zone qui est déjà structurellement en tension. Les rapports nord-sud, l'Europe riche et vieillissante, le Sud jeune et pauvre, une démographie, enfin les problèmes démographiques, problèmes économiques, problèmes culturels, les remises en cause des modèles politiques, modèles sociétaux. Donc on ne peut pas se contenter de dire on va faire un peu de business et tout ça va s'arranger tout seul, c'est-à-dire que la rive sud va s'européaniser. Ce moment est terminé, à mon avis, et il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas, quel que soit le résultat des élections. Et on a plutôt tendance, regardez ce qui se passe en Israël, on a plutôt tendance à voir que les évolutions se font dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a un durcissement, un éloignement du modèle européen traditionnel, parce que même au sein de l'Europe, ce modèle est lui-même remis en cause. Donc vous voyez, la tendance, elle nous balaye tous. Elle nous balaye tous. Donc je finis sur le franco-grec. Oui, c'est d'accord. Cet accord de défense, car c'est un accord de défense, tout le monde a vu un accord de business. Alors, ravi, on a vendu des frégates et des rafales. Je trouve que c'est plutôt malin et intelligent. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de gros débat sur ce que ça signifiait pour la France et pour la Grèce. Et je pense que dans le cadre de ce que je viens de dire, pour décrire le monde tel que moi je le voyais ici, vous voyez, je suis un peu Cassandre, hein, franchement, je ne suis pas très positif, optimiste en tout cas. Eh bien, il y a derrière des vrais enjeux de sécurité et qui méritent débat. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si la guerre aura lieu, mais rappelez-vous, quelques jours avant le 22 février de l'année dernière, personne ne pensait à la guerre. Hein. On disait c'est absurde. Pourquoi faire une guerre aussi bête? Eh bien voilà, c'est des choses qui arrivent dans l'histoire. Nous arrivons à un cycle, à la fin d'un cycle, où l'histoire avec un grand H revient, la conflictualité revient, et je pense on doit faire cet effort intellectuel sur nous-mêmes d'accepter que les logiciels sur lesquels on travaillait il y a encore quelques années doivent être révisités, remis en cause. Et je finis là-dessus. En Méditerranée orientale, la Grèce et Chypre, un peu plus à l'est, sont en quelque sorte
les bastions de l'Europe dans un environnement qui est de moins en moins européen et qu'on pensait qu'il allait s'européaniser de plus en plus. Mais c'est objectivement pas le cas et je pense qu'il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire une fois encore, je finis là-dessus, je ne suis pas nécessairement pessimiste, mais je pense que c'est pas parce qu'on prend son parapluie qu'il va pleuvoir. Donc c'est pas parce qu'on envisage le pire, c'est d'ailleurs souvent la meilleure façon. C'est en envisageant le pire qu'on évite le pire, parce qu'on prend des mesures qui permettent de dissuader ou de s'adapter et finalement d'éviter que la catastrophe n'arrive. Voilà, je suis un peu désolé si j'ai cassé l'ambiance, mais je voulais vous donner cette idée. Merci beaucoup, Amiral.